La Russie utilise l'énergie, comme elle utilise d'ailleurs l'alimentation, comme une arme de guerre. We've been working very hard to diversify away from Russia towards other reliable suppliers. Dans l'ordre, on va dire, d'importance surtout de volume, de gaz, pétrole et charbon. Et aussi d'autres matériaux énergétiques comme par exemple le coke. Donc tout ce qui est hydrocarbures, globalement considéré, constituait donc les noyaux de l'échange entre l'Europe et la Russie, et cela couvrait donc 68% des échanges entre ces deux agrégats. La première décision sur laquelle il y a eu un consensus relativement rapide a été celle de faire un embargo sur les charbons russes. Et après, on a renchéri avec un embargo sur les pétroles qui est donc opérationnel depuis début décembre. Et enfin, dans quelques jours, début février, on aura aussi une partie de l'embargo qui concerne des produits dérivés du pétrole, donc en particulier le diesel et le gazole. L'Europe n'avait pas pu atteindre un consensus sur bloquer justement les importations de gaz dans la mesure où il y a une forte dépendance non seulement à l'importation en soi, mais aussi aux infrastructures qui lient l'Europe à la Russie. Eh bien, c'est ces infrastructures que la Russie a pris quelque part en otage en décidant donc de façon là unilatérale de assécher la livraison via des routes, les principales gazoducs qui relient la Russie à l'Europe. Donc aujourd'hui, on a deux gazoducs, Nord Stream qui approvisionne la partie nord de l'Europe. Donc Nord Stream, il arrive en particulier en Allemagne, et Yamal qui arrive en Pologne, dans lesquels on a un débit de gaz qui est pratiquement nul. Et les deux autres routes qui sont vers la Turquie et la partie qui passe par l'Ukraine et qui donc atteint les pays baltes sont approvisionnées, mais au minimum historique. Face à cette situation, notre volonté, c'est de continuer à avancer unis et solidaires. Il était prévu à partir du mois de février que les achats de gaz se fassent via une plateforme que l'Union européenne mettait à disposition des différents pays membres, et en particulier des compagnies importatrices de gaz, pour effectuer de façon coordonnée ces achats. Et c'est là que cette composante, on va dire, chacun pour soi, a sans doute un peu contourné les décisions européennes, dans la mesure où cette plateforme n'a pas été opérationnelle du tout. Et on a vu donc les pays, surtout les pays les plus dépendants du gaz, en particulier l'Allemagne et l'Italie, aller faire un peu justement le shopping de gaz et ailleurs, donc chez les pays producteurs, notamment l'Algérie et le Moyen-Orient. La France aussi a pris position, notamment Total Energy, avec des accords renforcés avec le Qatar, pays où il est présent depuis longtemps. C'est via une deuxième technologie qui permet de transformer les gaz en liquide en utilisant donc des infrastructures dédiées qui permettent, en variant la température, de transformer d'abord les gaz en liquide, donc en baissant la température à moins 160 degrés. Et après, cela permet donc de le transporter. Ensuite, une fois qu'un pays veut recevoir ce gaz, il est donc obligé, dans le même terminal de réception, de le reméthaniser, donc de le reconstituer en tant que molécules gazeuses, donc en augmentant la température à plus de 200 degrés. Et ces infrastructures sont donc les fameux terminaux méthaniers. On a enregistré une augmentation des importations de GNL via les États-Unis de plus 120% depuis les débuts de la guerre. Et dans une deuxième mesure, donc les pays du Moyen-Orient, donc Arabie Saoudite, Qatar, les importations du Qatar ont augmenté à peu près de 40-45%. Et après, le Nigeria.
Les cercles des gagnants restent pratiquement les mêmes. Les États-Unis ont dû donc se proposer en tant que pays exportateur à la fois de gaz et de pétrole, justement grâce à ces techniques d'extraction non conventionnelles, donc tout ce qui est gaz et pétrole de schiste ou sable bitumineux, qui ont été développés dans la dernière décennie et qui ont fortement augmenté la production aux États-Unis et donc la disponibilité à l'exportation. Et après, il y a, surtout dans l'exportation de pétrole, le Nigeria, l'Australie, et après, il y a le rôle un peu particulier des pays qui font partie de l'OPEP, qui, en soutenant aussi la position russe, ne sont pas à leur maximum de production et au contraire, pendant les réunions au mois de mai, ont décidé de diminuer leur production. Le pétrole, c'est quand même la commodité qui est la plus exportée au monde, indépendamment donc, des tensions géopolitiques fortes. Les volumes de pétrole additionnels, c'était un peu déjà prévu, mais donc ont été retrouvés sur le marché de façon relativement simple. Il y a eu aussi l'injection qui a été faite aux États-Unis, qui a relâché les stocks stratégiques de pétrole, donc en plus de sa réduction. Et ce qui explique aussi que aujourd'hui les prix du pétrole est relativement bas, sachant que l'embargo sur le pétrole russe est opérationnel depuis le mois de décembre et il est progressivement rentré en fonction parce qu'il y a une fenêtre de 1 mois et demi dans laquelle les transactions conclues avant l'embargo sont en train encore de donner lieu à des livraisons de cargos de pétrole russe en Europe. Certains pays, comme la France, sont même allés au-delà de cet objectif en arrivant à un taux de remplissage maximal, donc qui avoisine les 100%. Mais cette opération de remplissage s'est faite un peu, je dirais, de façon accélérée à partir du printemps dernier, qui est historiquement la période dans laquelle on renflue les gaz dans les stockages. Donc, c'est-à-dire que l'hiver dernier, on avait déjà une base sur laquelle on a après pu remplir et remplacer les volumes russes, c'est-à-dire que pendant pratiquement la saison dans laquelle on a utilisé le gaz et la saison précédente où on a rempli les stocks, on avait du gaz russe. C'est vrai qu'on a obtenu une baisse de la demande grâce à ces actions un peu de sobriété, grâce aussi aux entreprises en particulier au signal prix. Mais toute la question est de voir comment cet effort qui a été fait sur la demande devient pérenne et comment on arrive à importer à nouveau des volumes de gaz. N'oublions pas qu'il y a quand même 7 pays qui n'ont pas de capacité de stockage et qui donc sont en train de conclure et d'obtenir du gaz grâce à des accords dits de solidarité. Je pense que la sobriété, de toute façon, va être une mesure structurelle qui doit être dans notre quotidien et même au-delà de la sobriété, vraiment l'efficacité énergétique. On sera gagnant non seulement si on retrouve de quoi remplir nos stocks, mais si on réduit notre besoin d'approvisionnement en gaz, ce qui est en fait l'objectif de la transition énergétique.